Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau reportage du PDF. Nous sommes aujourd'hui réunis au cimetière de Vaucresson pour commémorer les 3 ans de la mort de Roger Olindre. Roger Olindre qui nous a quittés donc et qui était le président d'honneur du Parti de la France. Nous sommes en compagnie notamment de Thomas Joly et de Bruno Gollnisch ainsi que de Didier Rochard qui étaient parmi ses plus fidèles amis. Nous aurons ensuite rendez-vous dans un restaurant avec Jean-Marie Le Pen qui aujourd'hui du coup n'a pas pu se joindre au cimetière parce qu'il fait très très froid. Bien qu'il soit en très bonne santé, nous voulions éviter qu'il tombe malade aujourd'hui. Et nous nous retrouvons après au restaurant. Voilà. Alors, tout d'abord, j'avais assez bien connu Roger Olindre, que j'avais rencontré en 2011, parce que Roger aimait bien les jeunes un peu turbulents ou bordéliques, tels que je l'étais à l'époque, quand j'avais une vingtaine d'années. Et alors, j'aurais 2 anecdotes. C'était en 2011, c'était l'année où j'avais rencontré Charlène, d'ailleurs. Depuis, on ne s'est plus quitté, on est un des meilleurs duos de l'extrême droite. Et c'était à une commémoration pour Jeanne d'Arc, qui était organisée à Paris. Et on avait croisé Roger Olindre avec un autre ami à nous, Xavier, qui s'occupait du GUD en Alsace. Moi, je m'occupais du GUD à Nancy. Et alors, on avait croisé Roger Olindre, on était allé lui parler. Je ne le connaissais pas plus que ça à l'époque. Et Xavier avait dit à Roger, écoutez Roger, on viendra s'entraîner avec vous avec le GUD dans votre jardin, dans votre château. Alors Roger n'avait pas de château, mais je suppose qu'il parlait de l'endroit où s'entraînaient les DPS à l'époque du Front National. Il a dit, on ira s'entraîner avec vous dans votre jardin, et Roger s'est vénéré, il a tapé du poing et il a dit, non, c'est de la merde ça c'est de la merde. Moi je vais vous raconter une anecdote. Dans les années 60, en 62, j'avais 300 bonhommes sous mes ordres, ils avaient fait la guerre, ils avaient des armes, ils étaient entraînés, j'avais qu'à siffler et ils venaient. Alors en 62, aux accords d'Évian, je les ai appelés, il n'y en a que 3 qui sont venus sur les 300, il n'y en avait qu'un seul qui était venu avec un flingue et il devait rentrer à 19h parce que sa femme lui avait demandé de rentrer à la maison. Alors tous les gens qui vous parlent de révolution, la moralité de cette histoire, c'est que c'est des conneries. Ils ne sont pas aussi organisés qu'ils l'étaient à l'époque. Aujourd'hui, quand on est de droite nationale, aujourd'hui, quand on est nationaliste, eh bien, le sens, c'est de prendre sa carte au Parti de la France et se présenter aux élections. Et tout le reste, c'est de la merde. Et ça, Roger l'avait très bien compris. Je voudrais commencer par plomber l'ambiance, parce que tout le monde connaît les titres militaires et les engagements de Roger Olindre. Il portait souvent les nombreuses médailles et décorations commémoratives ou valorisant ses engagements militaires, il les portait toutes dans les cérémonies officielles ou celles du Front National. Comment se fait-il que cet homme n'ait jamais eu la Légion d'honneur à titre militaire? Eh bien, je vais vous le dire. Cette proposition a été faite de nombreuses fois à plusieurs gouvernements. Ce genre de choses dépend la plupart du temps du ministre de la Défense ou de la ministre de la Défense. La dernière fois qu'il a été question de ça, sur le bureau de Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense, le dossier de Roger a été rejeté avec cette mention en rouge, jamais OS. C'est quelque chose d'insupportable. Il a servi la France comme personne, comme beaucoup dans cette génération, par ses moyens militaires. Il est absolument inadmissible que des choix politiques aient pu gommer les réalités militaires et l'engagement physique par les armes de cet homme qui aura défendu la France. Alors, il a eu la médaille militaire. la médaille militaire à titre militaire, ce qui est quand même... Ouais. En plus, c'était, y compris par la voie militaire, un homme qui prenait des initiatives et qui avait un petit peu tendance à dire que les généraux c'était tous des cons qui ne comprenaient pas le terrain. Donc il y a eu ici ou là des initiatives personnelles qui ont pu, si l'on peut dire, entacher une carrière. Mais Roger ne faisait pas de carrière. Il était un soldat de la France. C'est tout à fait différent. Il y en a un autre ici d'ailleurs. Je pense que tout à l'heure Jean-Marie Le Pen complétera mon propos. Et puis, je n'aime pas beaucoup le mot anecdote, mais Karl Lang, le prédécesseur de Thomas,
à la tête du Parti de la France, me l'a souvent dit, parce que Roger disait, au fond, nous avons un problème pour financer nos campagnes. Il y a une solution. Il faut jouer au loto. Et tôt ou tard, ça marche. Voilà quelqu'un qui avait confiance en la Providence. Donc merci beaucoup Laura, et maintenant je vais passer la parole à Didier Rochard qui m'avait demandé 1 minute et qui a eu largement 5 minutes et qui va nous raconter à son tour une anecdote sur l'ami Roger. Le jour même de sa mort, nous déjeunions avec lui le midi et naturellement nous avons fait beaucoup de projets qui malheureusement ne se sont pas réalisés. Alors, je ne vais pas casser l'ambiance non plus, mais tout à l'heure, on a entendu Roger dans une phase très militaire, je dirais, très caveau-chef, où on pourrait penser qu'il est un peu vulgaire, un peu roublard, etc. Roger, c'était certes ça, mais c'était aussi autre chose. Alors, vous savez qu'il avait monté un maquis pour l'Algérie française, bien sûr, le maquis Napoléon. Tout à l'heure, on racontait l'anecdote lorsque, effectivement, il avait réuni autour de lui et réussi à armer à l'époque, c'est absolument extraordinaire, à peu près 400 hommes qui avaient promis qu'au premier coup de sifflet, il serait là pour défendre l'Algérie française. Et quand il les a appelés, effectivement, il y en a 3 qui sont venus et il était extrêmement déçu. Mais par contre, dans son maquis, parce qu'il a quand même tenu le maquis contre l'armée française, c'est le colonel de Cournot qui est venu le chercher dans son maquis. Et Roger aurait pu effectivement faire Cameron. Roger aurait pu effectivement se battre. Et l'élégance absolue de Roger, et d'autres ne l'ont pas eu, c'est de ne pas avoir voulu faire verser le sang français. Et par conséquent, Roger s'est rendu. Pour ne pas, non pas pour se rendre, mais pour ne pas verser le sang français. Et ça, on sait que d'autres officiers et d'autres chefs d'État n'ont pas eu cette, j'allais dire, cette grandeur, en quelque sorte. Et puis alors, autrement, des anecdotes. Tout à l'heure, Thomas disait croustillantes, on n'est pas encore au dessert. Je pourrais vous raconter ce que Roger, alors qu'il était correspondant pour Paris Match en Afrique, a quand même réussi à faire acclamer à une foule immense. Lui et ses amis n'étaient plus tout à fait dans un état complètement normal, on peut dire ça comme ça. Alors que je rappelle que Roger Hollande, à la fin de sa vie, n'avait jamais bu une goutte d'alcool, une goutte de vin. Mais à cette époque-là, il avait encore quelques faiblesses, et où il a quand même, devant une foule de plusieurs milliers d'Africains, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, il monte sur le podium avec ses amis, et il a quand même fait acclamer Moronet à 10 000 personnes africains qui étaient là en train de... Ça aussi, c'était Roger. La parole est à toi, cher Bruno Gollnisch, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Puisque je prends de l'âge, j'en profite pour dire à quel point je suis heureux de voir le nombre de ceux qui ont beaucoup moins d'années que moi, qui peut-être n'ont pas connu personnellement Roger, et qui étaient là tout à l'heure et qui sont encore là ce soir. C'était, je crois, pour Jean-Marie Le Pen comme pour moi, extrêmement réconfortant et sans doute un gage d'espoir. Je dois dire même presque miraculeux, parce que comment se fait-il que dans le contexte actuel, où l'on doit têter l'antiracisme, la culture woke, l'indifférenciation des genres, des sexes, des nations, des peuples, depuis la maternelle jusqu'à l'université, avec des piqûres de rappel obligatoires dans tous les médias nationaux, comment se fait-il qu'il y ait encore des gens qui échappent à cela? Je dois dire que même pour moi, c'est un mystère. Et pourtant, nous y avons contribué. Alors que vous dire sur Roger? Mais il y a tellement de choses à dire sur Roger que je suis embarrassé. Qu'est-ce que... je traiterai peut-être la question... Je ne parlerai pas du Roger patriote exceptionnel, celui qui avait réussi à infiltrer les maquis du FLN. Il faut se rendre compte de ce que ça représente.
hein, s'il avait été démasqué, de l'ardent combattant pour le Sud-Vietnam, qui était l'objet des agressions communistes et du Nord. Et à telle enseigne, comme l'on faisait manifester toute la jeunesse occidentale au cri de Ho Chi Minh, c'est-à-dire le leader communiste vietnamien, que les gauchistes en 68 ont envahi ces locaux et l'ont pendu. Et il n'a dû qu'à une intervention, je dirais, presque miraculeuse, la corde a cassé et il a survécu. Voilà des exemples de Roger Olympe. Roger Olympe à la tribune de l'Assemblée, Jean-Marie Le Pen s'en souvient, et ses empoignades homériques avec Ducolonnet, qui était le leader, le président du groupe communiste. Ben, je veux dire que quand on a entendu à l'Assemblée nationale Jean-Marie Le Pen, Hollande, Pierre Sergent et quelques autres de grande pointure que je m'abstiendrai d'énumérer parce que ce serait un peu trop long, je dirais que quand on a vu ça, on peut mourir tranquille, quoi. Voilà, je sais qu'il en restera des traces, du moins au journal des débats de l'Assemblée nationale, dont je signale l'intérêt pour ceux qui prépareraient une thèse d'histoire parlementaire à tout hasard, voilà. Alors, anecdote, il y a des anecdotes très drôles sur Roger, parce que Roger était en même temps, bon, c'est vrai que c'était une grande gueule, mais c'était un homme extraordinairement chaleureux et qui avait le sens de l'humour. Et Roger avait toujours une blague. Il avait toujours une blague à raconter. Et à telle enseigne d'ailleurs qu'il en a fini par faire un recueil. Et comme il avait publié comme grand reporter et comme essayiste, comme écrivain politique, comme historiographe, des dizaines de bouquins, il était très mortifié parce que c'était son recueil de blagues qui se vendait le mieux. Voilà. Et c'était pas ce qu'il avait écrit le plus sérieux. C'était lors de la finale de la Coupe du Monde en 1998. J'étais donc au château du CNC à Neuvy-sur-Barangeon dans le Cher. Et la finale avait été diffusée sur grand écran, donc c'était les universités d'été du FNJ, et en même temps il y avait le camp des cadets du CNC, c'est-à-dire des enfants ou petits-enfants de militaires, de combattants, et c'était des sortes de scouts qui étaient encadrés donc par Roger Olympe. Et donc ce soir-là, ceux qui le souhaitaient, donc du FNJ, pouvaient suivre la finale de la Coupe du Monde, et également les cadets sont venus, nous ont rejoints, puisqu'on ne mélangeait pas en fait les vieux du FNJ avec les jeunes, les cadets du CNC qui étaient beaucoup plus jeunes, mais là pour ce soir-là, il y avait donc tous ceux qui souhaitaient voir le match, mais déjà à l'époque, en 1998, certains trouvaient l'équipe de France un petit peu trop colorée, et après on n'obligeait personne à regarder le match, mais donc il y avait, on va dire, les 2 tiers du FNJ qui regardaient le match, un tiers qui refusait de regarder le match, et les cadets du CNC qui étaient là en tenue de scout et avec des drapeaux français qui les agitaient. Donc vous vous souvenez évidemment que l'équipe Black Blamber a gagné, mais en plus c'était la première Coupe du Monde que la France a gagnée, et il y avait eu un élan de patriotisme qui avait été particulièrement apprécié par un grand nombre de personnes du camp national, et il y avait une très bonne ambiance ce jour-là au château du CNC. Et là, il y avait donc un jeune du FNJ qui était lui-même militaire, et donc Roger, il voyait, donc je crois que le match était terminé, il voyait quasiment la larme à l'œil ces cadets du CNC agiter le drapeau français avec la victoire de l'équipe de France. Et là, donc le jeune du FNJ militaire lui dit à côté de lui, il fait « Ah, quel malheur de voir ça, qu'est-ce que c'est triste !» Regardez là, avec leur drapeau français en train d'acclamer les Noirs et les Arabes. Et là, il y a Roger qui le regarde, moi je l'entends parler, je dis putain mais pourquoi t'as pas fermé ta gueule? Et là Roger est entré dans une colère, vous pouvez même pas imaginer, donc il s'est mis à hurler, je ne sais plus ce qu'il a pu hurler, il a hurlé mais connard! Mais t'es complètement taré, tu vois pas qu'il y a des jeunes, c'est la France qui gagne, c'est le drapeau français, il y a des gens qui sont morts pour la France, ça a dû durer une demi-heure tellement il a hurlé agonie. D'insultes, d'injures, il lui a expliqué ce que c'était la France, et que le drapeau français, quand la France arrivait même à gagner un événement mondial comme la Coupe du Monde, voilà,
c'était du Roger, quoi qu'on puisse penser de l'équipe Black Panther française, de la victoire française, mais Roger est rentré dans une colère, et l'autre, il avait pas du tout bien choisi son moment avec devant les cadets, donc Roger a hurlé, mais vous pouvez même pas imaginer les cris qu'il pouvait pousser quand il était en colère, et l'autre s'en est pris plein la gueule pendant une demi-heure. L'autre était un para, costaud, comme ça, mais par contre il était tout petit, se recroquillait au fur et à mesure que Roger était en train de lui expliquer que c'était un con. Et donc voilà, c'est-à-dire les colères de Roger, même un type costaud, entraîné, militaire, tout ça, déjà quand Roger parlait, voilà, à l'époque il avait plus de 70 ans, hein, déjà, je vous dis, et même on avait mal pour lui, tellement Roger lui gueulait dessus. À un moment on dit, est-ce qu'il va lui foutre un pain dans la gueule? Mais non, il s'est retenu, il s'est juste contenté de lui expliquer ce qu'était la France et l'amour du drapeau français. Donc voilà, c'était une anecdote, et tous, parce qu'on était quand même, je sais pas, peut-être 150, on se disait heureusement qu'on n'est pas à la place de celui sur qui Roger passe ses nerfs. Et donc voilà, c'était l'anecdote que j'avais de Roger, mais c'est vrai que voilà, cette colère me fait encore peur la nuit, quand je fais des cauchemars, j'imagine Roger qui me hurle dessus de cette façon-là. Donc voilà, Roger c'était quelqu'un d'entier, et c'est quelqu'un qui pouvait, voilà, qui a défendu toute sa vie le drapeau français, qui a connu énormément de camarades qui sont tombés. Ils sont tombés. Roger, quand il parlait de ses camarades qui sont tombés, il en pleurait au micro. Parce que c'était des camarades qui sont tombés avec lui. Et il arrivait même à faire pleurer des gens dans la salle. Quand il parlait, pour ceux qui ne l'ont pas connu, ceux qui l'ont connu savent de quoi je parle, mais ceux qui ne l'ont pas connu, même nous, pour qui la guerre d'Algérie ou d'Indochine nous paraît très lointaine, enfin, c'est quelque chose qu'on voit avec des images, voilà, en noir et blanc. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'images de la guerre d'Indochine, en France on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, quand Roger en parlait, on y était. Et quand il nous parlait de ses camarades tombés au combat, on était dedans, on était avec lui, on avait la larme à l'œil, on avait la chair de poule, parce qu'il savait raconter, il savait expliquer, qu'il a même écrit un bouquin, ça s'appelait « C'était les hommes », et quand il nous expliquait qui étaient ses camarades qui sont tombés au combat, eh bien, on ne pouvait qu'avoir du respect pour tous ces gens-là. Voilà l'anecdote que je pouvais dire sur Roger aujourd'hui. Je ne suis pas très en forme physique, autrement je vous aurais fait les pieds au mur. Mais outre que j'en ai passé l'âge, je n'ai pas l'esprit tellement à cela. Je suis plutôt la tête en haut que la tête en bas. Je suis étonné de voir le nombre de participants à notre soirée. Compte tenu des événements qui secouent la France interminablement, on pouvait penser que le sentiment national s'était érodé et que, après tout, les gens s'intéressaient plutôt à leurs problèmes personnels qu'à ceux de la patrie et de son avenir. Et le fait que vous soyez aujourd'hui, ce soir, si nombreux, somme toute, est pour moi à la fois une surprise, tout de même, une agréable surprise, je pense, et pas seulement pour moi. Bruno vous a dit, mieux que je ne saurais le faire, tout ce qu'on pouvait penser de Roger et de son exemple. Roger était l'archétype du militant national qui avait un passé militaire très élogieux, de parachutiste béret rouge en Indochine et en Algérie. C'était un camarade très chaleureux, très cordial, qui savait raconter des coups, se détendre, pour qui l'avenir n'était pas toujours sombre et qui avait toujours l'espoir d'améliorer les choses et de changer l'avenir de la France. Moi, j'ai une anecdote sur Roger. Roger avait l'intention noble de faire un restaurant.
pensais que c'était au restaurant qu'on avait le plus de chances de se rencontrer de façon amicale et positive. Et alors, il avait d'abord Rucac-en-Poix, puis Rucac-en-Poix, il l'avait abandonné, et il était allé dans la Rue Saint-Honoré, je crois. rue Saint-Honoré, oui, c'est ça. Et là, il a causé, on vous parle aujourd'hui des pannes électriques possibles, il a mis la moitié de Paris dans l'obscurité, parce que creusant La cave. avec ses deux camarades maghrébins, ici, il y a plein de fils. Ouais, creusez, il n'y a pas de problème, on s'en fout de ça. C'était les lignes téléphoniques du lesquelles coupaient, évidemment, tout le quartier était dans l'obscurité. Et quand les préposés officiels sont venus pour se rendre compte, Roger les attendait avec une trique et les a pourchassés dans la rue. Ils n'avaient jamais vu ça. Un citoyen français qui se rebellait devant l'administration. Bref, c'est arrangé. Et Roger, dans le fond, n'a pas subi les conséquences financières ni pénales que son geste aurait pu justifier. Mais les deux camarades arabes qui creusaient les trous se sont fait sévèrement engueuler, alors que dans le fond, ils avaient percé, on leur avait demandé de le faire. Et tous ces tuyaux, tous ces tubes, tous ces câbles, va savoir ce que c'est. Et c'est vrai que le sol parisien est plein de câbles. Pas grave, pas grave. Pardon, pourquoi il vaut mieux boire le vin que de le laisser dans le verre? Ben, on est d'accord. Bref, si Roger était encore des nôtres, il partagerait notre joie commune de se retrouver ensemble et réunis et toujours dans l'esprit qui est le nôtre du combat pour la patrie, combat toujours plein d'espoir, alors que il en avait été, lui, victime des persécutions qu'on vous a racontées. En particulier, il est évident que Roger avait tous les titres nécessaires pour être chevalier de la Légion d'honneur, et que ça l'eût honoré, ainsi que sa famille d'ailleurs. Peut-être était-il plus sensible d'ailleurs pour l'honneur de sa famille que pour le sien propre. Et malheureusement, il était dans le collimateur, si j'ose dire. Je crois que ça vous a été raconté déjà quand, sur le bureau d'Alliot Marie, ministre de la Défense, le dossier de Légion d'honneur de Roger, qui encore une fois avait tous les titres largement suffisants pour être chevalier de la Légion d'honneur, était revenu avec la mention « jamais ». Jamais, parce que Roger était un patriote qualifié OS, c'est-à-dire d'extrême patriotisme, ce qui n'était pas supporté par ceux qui trahissaient la patrie, bien sûr. Les événements conduisent à l'affrontement. Et nous risquons demain, dans notre territoire, en France et en Europe, et puis dans le monde, à un conflit généralisé. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Je ne me le souhaite pas non plus, compte tenu du fait que je tends toujours vers le centénariat, n'est-ce pas? Toutes mes forces, ne serait-ce que pour les emmerder. Vous ne devez pas perdre de vue que c'est une hypothèse qui est aujourd'hui très vraisemblable.
l'enclenchement des différents mécanismes qui se mettent en place, par exemple la mobilisation en faveur des combattants des chars lourds, qui ne sont pas des armes défensives, car à un moment donné, on soutenait l'Ukraine pour son politique défensive. Il est bien évident que les armements que réclame son chef sont aujourd'hui des armements d'offensive. Et jusqu'où d'ailleurs s'arrêtera-t-il? Parce que, comme je l'ai dit dans mon blog, je crois, aujourd'hui, la prochaine réclamation va être la bombe atomique. Mais ces événements sont plus proches de nous que nous ne pouvons même l'imaginer. Après tout, laissons toujours le temps de nous réjouir ensemble avant de combattre. C'est toute la grâce que je vous souhaite, ainsi soit-il. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager sur vos différents réseaux sociaux. Et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine vidéo.